Bon, ça va être une très belle table ronde. Je suis extrêmement heureux de vous avoir ici et de recevoir nos panélistes. Il y aura 3 personnes qui seront physiquement présentes, mais je vais commencer par présenter celui qui est à distance, qui est un... C'est bon pour le retour image ou pas ? Un docteur en biologie cellulaire et microbiologie qui est habilité à diriger des recherches en biochimie. Il est par ailleurs directeur de recherche au CNRS et s'exprime aujourd'hui strictement en son nom propre et non pas au nom du CNRS ou d'autres structures. Mesdames et messieurs, il est à distance. Je vous prie de lui faire un tonnerre d'applaudissements à Jean-Marc Sabatier. Est-ce qu'on a son retour image ou... Ouais. Ça ira après, d'accord. Ensuite, slide. Super. Bonjour, Bonjour. Jean-Marc. Alors, nous avons... Alors, Maître Guyon, on n'est pas encore là. Passe deux slides, s'il te plaît, pour les autres invités. Enfin, ok. Nous avons également un homme que vous connaissez, qui est courageux, qui est président du Parti chrétien-démocrate, ancien député et maire de Rambouillet dans les Yvelines. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à Jean-Frédéric Poisson. Nous avons également une journaliste que vous connaissez tous également. On est très content de la compter parmi nous. Il s'agit de Myriam Palomba. Tonnerre d'applaudissements. Et nous avons également un homme courageux avec qui j'ai eu la joie d'animer une table ronde plus tôt ce matin. C'est un avocat engagé dans la défense des libertés publiques et fondamentales, Maître David Guyon. Asseyons-nous. Vous nous entendez bien? Super. On va... Comme ça. Ouais. On va commencer par Monsieur Sabatier. Monsieur Oui. Sabatier. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être là, merci d'être là parmi nous à distance. On est très content. Merci pour votre invitation. On est très content de vous compter parmi nous. La table ronde aujourd'hui porte sur les suites du Covid, les suites de tout ce qui a été fait en termes de privation de liberté, mais aussi en termes médicaux. Nous parlons également de l'OMS. Nous parlons également, et votre connaissance technique en biologie et en microbiologie me porte à vous poser la question suivante. Quelles incidences ont les développements récents des technologies à base d'ARN messager sur ce qui peut être fait en termes d'injection et également en termes politiques? Comment voyez-vous les évolutions et dans quelle mesure sont-elles inquiétantes, en particulier aux États-Unis? Ben oui, les évolutions en fait sont inquiétantes parce qu'on voit que malgré l'expérience de la Covid et puis des vaccins ARN messagers Comirnaty et Spikevax, on voit que les ARN messagers sont encore poussés pour les approches vaccinales. Donc ça, c'est inquiétant. Alors, il y a des choses évidemment qui se passent aux États-Unis, qui vont dans le bon sens. Ça va dans le sens justement d'une interdiction en fait de l'utilisation des ARN messagers comme plateforme vaccinale, parce qu'elles sont très délétères. Parce qu'effectivement, là, ce qui est inquiétant, c'est que l'expérience Covid n'a pas été suffisante, puisque là, on développe des tas de stratégies pour inonder le marché des vaccins avec différentes approches basées toutes sur des ARN messagers. Donc les ARN messagers traditionnels, conventionnels, ceux de Spikevax et Comirnaty, mais également, ce qui est plus inquiétant, les vaccins ARN messagers auto-amplifiants et même transamplifiants, et également des vaccins à point quantique de graphène.
Et donc là, c'est une approche qui est très dangereuse, qui est très grave. Il faut savoir qu'il existe déjà des vaccins, entre guillemets, donc, hein, parce que ce ne sont pas des vaccins, hein, ce sont des espèces de thérapies géniques qui sont en fait très délétères. On développe donc actuellement des ARN messagers auto-amplifiants qui sont utilisés chez les animaux, par exemple le canard, hein, avec le vaccin ARN messager auto-amplifiant contre la grippe aviaire du canard, hein, le H5N8, mais également c'est développé pour l'homme. Par exemple, il existe un vaccin ARN messager auto-amplifiant quand même contre la Covid, qui est sur le marché, hein, qui s'appelle le Kostev, et qui avait été déjà utilisé au Japon. Et donc là, il y a un très grand danger. Et donc, il faudrait que toutes ces approches vaccinales, entre guillemets, ARN messager, soient stoppées de façon urgente, parce qu'il y a un effet très, très délétère sur les organismes, que ce soit pour les humains, que ce soit pour les animaux et même pour les plantes, hein, parce qu'on développe aussi des approches vaccinales pour les plantes. Parce que une grande partie de ces recherches ont lieu en Amérique du Nord et aux États-Unis d'Amérique en particulier. Quelle est votre vision des choses concernant l'action de Trump dans son mandat actuel et en particulier de Kennedy? Dans quelle mesure est-ce que c'est inspirant? Dans quelle mesure est-ce que ça vous donne de l'optimisme et dans quelle mesure il peut y avoir des limites, voire des choses négatives de ce point de vue-là? Oui, disons que l'action de Kennedy là, est très, très bénéfique, hein, puisqu'il s'oppose justement à l'utilisation des ARN messagers pour les approches vaccinales. Donc, il a un effet très, très bénéfique à la tête de la santé aux États-Unis. Notamment, il fait des tas de tests pour vérifier l'innocuité des vaccins, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc, il a dénoncé la vaccination à outrance chez les enfants, puisqu'il y a beaucoup trop d'injections vaccinales. Hein. Il y en a 72 pour les enfants. Il montre qu'il y a des liens entre le nombre d'injections vaccinales et puis certains vaccins avec l'autisme ou des pathologies nerveuses et autres. Donc, je pense que son approche est très, très bénéfique. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens et qu'il y aura des répercussions aussi dans nos pays, en Europe, puisque maintenant, il y a quand même encore, disons, une forte pression pour utiliser les ARN messagers en plateforme vaccinale. Hein. Puisqu'à l'horizon 2030, il était prévu de remplacer quand même les 500 vaccins actuels par des vaccins ARN messagers, dont 120 en médecine humaine. Merci, Monsieur Sabatier. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, quand on a quelqu'un comme Robert Junior Kennedy qui dit que son travail, je le cite, est de licencier les responsables d'avoir masqué nos enfants et d'avoir ordonné toute dissociation sociale sans science, c'est un énorme espoir pour nous tous, puisqu'on sait que souvent le vent vient des États-Unis et qu'aujourd'hui on a quelqu'un comme M. Kennedy, certainement la personne la plus compétente de ce gouvernement. Je ne suis pas une Trumpiste absolue, mais en tout cas le travail que fait Robert Junior Kennedy est très important. Il y a 4 jours, pas plus tard que en début de semaine, nous avions au Sénat américain une étude, enfin des médecins qui étaient venus pour dénoncer non seulement les vaccins ARN et le vaccin Covid, mais pas que, également les vaccins dans leur ensemble. Et ça, c'est une chose qui, en France, est aujourd'hui inimaginable, puisque nous avons une omerta complète due à un système totalement verrouillé entre l'État et les médias. Moi, je voudrais quand même vous alerter, c'est parce que cette étude dont a parlé le docteur Salih Ozanov au Sénat américain révèle qu'il y a 88% des cas. C'est une étude entre vaccinés et non vaccinés. 88% des cas après vaccin peuvent montrer une régression. Souvent, on a beaucoup parlé de l'autisme. Peu d'études ont été faites. Mais aujourd'hui, on a une véritable ouverture. Et même M. Kennedy a parlé du mercure qui était dans les vaccins. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend principalement en France, c'est que cette même libération de la parole au niveau des politiques se fait, qu'on puisse avoir ce débat
sur les vaccins. Moi, j'étais pas anti-vax à la base, mais je le suis devenue. Et que c'est anormal aujourd'hui que nous ayons une industrie pharmaceutique qui nous vend des produits mais n'est jamais responsable des effets secondaires. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et je crois que ça, David pourra nous en parler. Mais moi, je vous invite sur l'après-Covid, parce qu'on est là pour parler de l'après-Covid. Ce qui se passe aux États-Unis est vraiment très important. Je sais que des fois, on a l'impression que c'est long, que les choses n'arrivent pas assez vite et qu'on reste un peu dans une bulle et qu'on a du mal voilà, à avancer. Mais ce qui se passe aux États-Unis est un véritable souffle d'espoir pour nous. Et sachez que des gens comme nous, on ne lâchera pas le combat. Après, oui, c'est difficile parce qu'on a une caste médiatique, comment vous dire, lâche. Hein, on a des journalistes qui ont avoué s'être censurés pendant le Covid, alors que la principale fonction d'un journaliste, c'est d'informer. Mais le travail est fait et surtout, n'hésitez pas à regarder les médias indépendants et les réseaux sociaux. Merci. Merci Myriam. L'intitulé de cette table ronde est « Suite du Covid, santé et OMS, quel combat mener ?» Nous sommes aux assises de la souveraineté et c'est l'occasion de parler de ce qui nous empêche aujourd'hui, nous Français, d'être un peuple souverain, alors que nous sommes théoriquement souverains dans notre pays, mais ce n'est pas le cas par manque de démocratie au niveau national, mais aussi du fait de tout un tas de structures supranationales. On parle évidemment souvent de l'Union européenne, de l'OTAN. On parle assez peu ou pas assez, à mon sens, de l'OMS. Jean-Frédéric Poisson a beaucoup travaillé ce sujet, notamment pour en faire un livre. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi faut-il sortir de l'OMS et refuser le traité mondial sur les pandémies? La crise sanitaire Covid, je ne sais pas vous dire si ça vient d'un complot, d'une volonté particulière. Ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que un certain nombre de personnes ont profité de cette crise pour faire avancer un agenda qui va contre nos intérêts. Un des éléments de cet agenda, c'est ce qui s'est passé au sein de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, vous le savez, regroupe environ à peu près les 200 États du monde entier. Elle a été conçue après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, comme une organisation de coopération internationale dont le but était que les pays riches et les pays moins riches mettent ensemble leurs connaissances, une partie de leurs moyens, leur politique de santé publique pour faire en sorte que le standard de santé des pays plus pauvres, petit à petit, s'accroisse et s'approche des standards de santé publique des pays plus riches. C'était donc un objectif plus que noble. Et après tout, la solidarité, ça a du sens. Et quand ceux qui ont des moyens peuvent aider ceux qui en ont moins, pourquoi pas? Alors on a inventé un système de contribution. Chacun des États contribue à proportion de son PIB national, son produit intérieur brut, de sa richesse. Et l'OMS a commencé à travailler comme ça. Je passe sur les détails. Vous aurez tout dans ce petit livret qui est en vente non seulement dans les bonnes pharmacies, mais à notre stand qui est juste derrière. Vous avez toutes les informations qui détaillent ce que je vais vous dire brièvement maintenant. Très vite, l'OMS a dévié de cette mission. Et plutôt que de se contenter de faire des politiques d'organisation de santé publique, de lutte contre les épidémies, les maladies contagieuses, etc., est très vite entré dans un système d'aide au contrôle de la population. Avec toujours cette même idée, si la population croît plus vite que la richesse économique, alors ça crée de la pauvreté. Donc si on veut aider les pays pauvres à se développer, il faut s'assurer que leur population croisse moins vite que la richesse. Et donc l'OMS a développé des campagnes massives de contraception, forcée ou acceptée, de stérilisation, etc., etc. Ça date du milieu des années 50. Vous voyez que ça n'a pas tardé. Je passe l'histoire. Après la crise Covid, l'OMS qui a eu d'ailleurs des positions assez variées pendant la crise, puisqu'il y a des notes de l'OMS qui disaient qu'ils ne savaient pas très bien s'il fallait mettre un masque ou pas, s'il fallait confiner ou pas. Enfin, tout ça a été assez flou. À la sortie de la crise,
Cette organisation s'est dit, au fond, si on veut contrecarrer les pandémies dans l'avenir, il va falloir faire en sorte que tous les pays de la planète adoptent la même politique sanitaire et les mêmes dispositions de santé publique. Autrement dit que l'OMS ne se contente plus de dire « on vous invite à confiner, on vous invite à vacciner, on vous invite à des masques, on vous invite à machin », mais que tout le monde soit obligé de le faire. Et la deuxième chose qu'ils se sont dites, c'est que si vraiment on veut faire de la prévention à grande échelle, alors il ne faut pas se contenter de dire qu'une fois que la pandémie est là, on réagit, on fait de la prévention. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas savoir si une maladie tue en masse avant qu'elle n'ait commencé à tuer en masse. C'est la difficulté de l'exercice. Donc fort de ces deux constats, l'OMS a fait deux choses. Elle a d'abord modifié sa définition de la pandémie, en disant une pandémie, ça n'est plus une maladie contagieuse qui tue de manière massive dans un nombre d'endroits importants, c'est un risque de mortalité d'une maladie qu'on commence à détecter. Autrement dit, ça n'est plus la Covid de 2020, c'est, alors je ne sais plus ce que c'était la variole du singe au Japon, c'est ça? La variole du singe, il y avait une centaine de cas, je crois, au Japon de mémoire. Et là, selon la définition actuelle de la pandémie, qui est l'ancienne, on n'aurait pas pu déclencher rien du tout avec 130 cas, ça fait 130 de trop au Japon, mais avec la nouvelle définition, variole du singe, c'est mortel, il y a un risque de contagion, donc pandémie. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la pandémie selon les nouveaux souhaits de l'OMS? L'Organisation mondiale de la santé devient le seul décideur des politiques sanitaires de tous les pays membres. Et elle est en droit d'obliger tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, donc tous les pays du monde, à déployer la politique de santé publique que l'OMS aura décidée. Elle prend le pouvoir sur les politiques de santé publique des États, et les États ne peuvent pas s'en exonérer, sauf à être sanctionnés par des amendes et tout un tas d'avanies dont je vous passe le détail, et être mis par ailleurs au banc des nations. La question qui demeure, c'est, donc article 1, en cas de pandémie, l'OMS prend la main, je vous la fais rapide. Article 2, au fait, qui décide qu'on est en situation de pandémie? Réponse, l'OMS. Comme ça, comme disait Coluche, je fais qu'un voyage. Le directeur général de la santé, dans les textes qui sont proposés pour modification, devient le seul décideur. Le seul décideur. Auparavant, c'était les représentants des États constitués en conseil d'administration qui décidaient d'une situation donnée, qui décidaient de moyens alloués. En cas de pandémie, disaient les textes en question, c'est le directeur général de la santé qui, d'initiative, dit « Nous sommes en situation de pandémie, donc à partir d'aujourd'hui, tout le monde fait ce que je dis. » Alors, je ne vous fais pas de dessin. Tout le monde fait ce que je dis, ça veut dire tout le monde achète le même vaccin. Tout le monde achète le même masque. Tout le monde confine. Tout le monde ferme les commerces essentiels. Tout le monde fait signer des autorisations de sortie de chez soi et de revenir chez soi à tout le monde. Les Français ont fait ça quand même. Il faut se rendre compte. On s'est autorisé nous-mêmes tout seuls à sortir de chez nous et à revenir. Voilà ce qui s'est passé quand même pendant le... Bien. Alors la difficulté, c'est que l'OMS veut donc prendre la main sur nos politiques de santé publique, avec impossibilité pour les États membres de s'en exonérer. Et reste la question de savoir qui décide en fait. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des statuts, que c'est le directeur général qui, etc. Qui décide en fait, en général, c'est celui qui commande qui paye. Vous connaissez l'adage. Qui finance l'OMS? Deux types de donateurs. Enfin, un premier type, les contributeurs, nous, les États. La France paye environ une centaine de millions d'euros par an pour financer le budget de l'OMS. Des gros contributeurs, les Allemands, les Américains, etc. Et il y a des seconds types de contributeurs qui sont des donateurs privés et qui peuvent financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars l'Organisation mondiale de la santé. Le plus gros donateur de l'OMS, c'est la fondation Bill Gates, comme vous le savez déjà peut-être. Et il y a une grande différence entre les États et les donateurs privés, c'est que les États contribuent, font leur chèque et participent le cas échéant, dans le cadre du conseil d'administration, à la décision collective.
Les donateurs privés ont le droit, comme on dit, de flécher leurs dons. C'est-à-dire qu'ils disent « je vous donne ça à la condition que vous fassiez ce que je vous demande ». Alors quand vous bouclez avec mes remarques précédentes, vous avez tout de suite compris que la tentative de l'OMS de modifier ses statuts pour prendre la main sur nos politiques de santé publique de manière unique, univoque, autonome, ça n'est pas autre chose que le triomphe des lobbies et des financeurs privés dans une organisation mondiale de solidarité et de santé publique. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'ils ont réussi ? Financeurs privés qui sont aussi les mêmes qui financent ceux par qui l'information est diffusée, à savoir les médias. Mais les médias, et par ailleurs, qui ont aussi des participations dans les laboratoires pharmaceutiques, parce que la philanthropie pour enrichir des sociétés dont je suis moi-même actionnaire, je sais le faire, ça ne coûte pas très cher comme philanthropie. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le processus de révision des statuts de l'OMS est tel qu'il faut un accord, enfin comme dans tous les changements de statut, vous avez connu ça dans votre syndic de copropriété, dans votre association locale, partout, il faut un accord majoritaire des représentants, avec un processus de vote interne, de délibération, etc. Et il y a eu une telle mobilisation mondiale contre l'évolution de ces traités que l'an dernier, au mois de mai, d'ailleurs j'y étais avec Florian, à Genève, il y avait devant le siège de l'ONU et de l'OMS une grande manifestation, 60 pays représentés, 80 orateurs de tous les pays du monde qui ont dit on ne veut pas de cette orientation, au point qu'ils ont dû renoncer à modifier l'an dernier et remettre l'ouvrage sur le métier. Ils sont revenus cette année en étant un peu plus souples sur les conditions de décision et en redonnant un peu de pouvoir aux États membres en disant finalement on ne peut pas décider tout seul, on a bien compris, etc., etc. En attendant, pour l'instant, ça a été arrêté, cette modification, cette évolution des statuts de l'OMS, par la mobilisation des peuples et d'un certain nombre d'élus dans quelques pays. Ça a été très ralenti par le retrait des États-Unis de l'OMS. C'est une des 100 premières décisions qu'a prise Donald Trump, vous vous en souvenez, au mois de janvier dernier. Puis l'Argentine, qui a également choisi de quitter l'OMS. L'Assemblée générale, cette année, a fait connaître quelques amodiations au projet de modification des statuts pour redonner un peu de pouvoir aux États, mais restons vigilants parce que je fais partie de ceux qui pensent que ça n'est que reculer pour mieux sauter. C'était fait pour calmer un peu tout le monde. Ils reviendront à la charge parce que leur ambition, c'est d'imposer, comme le professeur Sabatier le disait tout à l'heure déjà, c'est d'imposer des modèles de vaccination uniques qui leur coûtent le moins cher possible à produire et qui maximisent leur taux de marge. C'est ça le sujet. Au moyen, quel moyen? Le moyen, c'est que les populations que nous sommes deviennent des cobayes et que tous ces produits-là sont balancés dans la nature sans respecter les temps de test, sans respecter les temps de validation, ni le respect des protocoles de test sur les animaux avant de les appliquer aux humains, etc., etc., etc. Donc cette politique d'uniformisation des santé publiques nationales, en cas de pandémie, mais la pandémie, c'est une manière d'entrouvrir la porte. Aujourd'hui, ce sont les pandémies, puis demain, ce sera je ne sais pas quoi. Enfin, c'est une espèce de captation des pouvoirs nationaux, de notre souveraineté à nous, que nous ne pouvons pas accepter, ni d'être dépossédés de notre pouvoir, ni de devenir des cobayes pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà l'enjeu. Renseignez-vous, faites circuler cette information et surtout, demandez. Je termine par là, Eric, j'étais un peu long, pardon. Demandez à vos parlementaires respectifs que le Parlement exige que le futur traité pandémie de l'OMS soit ratifié par le Parlement. Parce que les États membres ont toujours plusieurs moyens de ratifier les traités, peuvent le faire soit par chef de l'État tout seul, soit avec la ratification du Parlement. Il est impératif que le Parlement soit saisi de cette affaire. Parce que, malheureusement, mais sans surprise, le ministre de la Santé, encore en exercice, l'ineffable monsieur Noder, a dit il y a quelques semaines au micro tout le bien qu'il pensait de l'OMS et tout le soutien qu'il apportait à cette organisation. Donc c'est mal barré. Autrement dit, rejoignons, associons-nous encore davantage à toute cette mobilisation mondiale contre cette tyrannie de l'OMS, exigeons du Parlement que le Parlement ratifie ce traité. Moi j'ai commencé à informer mes anciens collègues parlementaires, informez vos députés, écrivez-leur en leur disant voilà, il y a un petit... Faites comme vous voulez, dites-leur, c'est le Parlement qui doit ratifier, c'est pas le gouvernement. Voilà. Merci, Jean-Frédéric.
Maître Guyon, je me tourne vers vous. Vous avez eu l'occasion, donc vous défendez les libertés publiques des citoyens depuis déjà un certain nombre d'années, et votre cabinet défend des citoyens sur énormément de sujets liés aux injections qui n'étaient pas souhaitées, à toutes les libertés publiques qui ont été bafouées dans ces années totalitaires qu'on a vécues au début de cette décennie 2020, complètement orwellienne. Concrètement, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui est possible de faire? Quelles victoires ont été atteintes sur le point de vue de la justice? Où en sommes-nous par rapport à ça? Et peut-être avoir un message d'espoir en voyant ce qui est possible, ce qui a pu être possible, et où est-ce que vous en êtes par rapport à ça en termes de défense des citoyens? Merci, bonjour à tous. Alors, beaucoup de choses à dire. Eric, vous n'hésiterez pas à me stopper si jamais je m'emballais. Il y avait 3 sujets dont je voulais vous parler. C'est très bien que les autres personnes présentes ici aient pu introduire le sujet. Je ne vais pas revenir du coup sur la mascarade qu'il y a eu en 2020. Je vais essayer de synthétiser 3 points. Le premier, les soignants suspendus. Les premiers suspendus, je vous expliquerai pourquoi. Où est-ce qu'on en est? Le deuxième sujet, quand vous êtes fait injecter et que vous avez des conséquences dommageables, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont vos droits? Et la troisième chose, quels sont les sujets sur lesquels on doit absolument se mobiliser pour espérer que ça ne revienne pas? Voilà un peu les 3 thématiques que je vous propose qu'on aborde. Sur la question des soignants suspendus, vous avez été les premières victimes d'une expérimentation à grande échelle. Pourquoi? Pour 2 raisons. Le premier, parce qu'on ne pouvait pas vous certifier que les vaccins ne présentaient pas d'effets secondaires, ni qu'ils empêchaient la transmission ou la contamination, puisque, vous l'avez vu par la suite, on a d'abord injecté, puis on a mesuré ensuite les conséquences dommageables. Pfizer a confirmé qu'il n'y avait pas d'études sur la transmission, et donc finalement, tout ce qu'on vous a expliqué sur se vacciner, c'est se protéger, ça revenait à la même chose que de dire mettez de la crème solaire, vous protégez vos voisins. Voilà, c'était ça, parce qu'en fait, ça ne reposait pas sur des éléments scientifiques. C'était juste de la communication et du marketing. Donc les soignants se sont retrouvés face à un choix cornélien avec la loi du 5 août 2021, se vacciner ou être suspendu. Il n'existait pas trop d'alternatives, j'y reviendrai juste après. Et donc la liberté de choix que vous aviez, c'était le couteau sous la gorge en vous disant si vous ne vous vaccinez pas, on va vous couper toutes les vivres. Vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus être rémunéré, vous ne bénéficierez pas de l'allocation de retour à l'emploi, vous n'aurez pas d'aide sociale. Certains ont bénéficié du RSA, certains d'entre eux ont eu des demandes de récupération d'indus parce que c'était une tolérance, ce n'était pas un droit. Et enfin, bien évidemment, vous ne pouvez pas travailler ailleurs puisque lorsque vous êtes un agent public, vous avez une obligation d'exclusivité. Il vous faut une autorisation préalable express. Donc certains de mes clients ont eu des demandes de remboursement des sommes qu'ils avaient perçues en allant travailler, en ramassant des pommes et autres. Donc on était vraiment dans une situation où économiquement l'objectif c'était de vous étouffer. La question donc de la loi du 5 août 2021 est toujours d'actualité. Cette loi n'est pas abrogée. Et vous avez vu que récemment les informations étaient en train d'expliquer qu'il y avait un regain en matière d'épidémie. Donc autant vous dire que si demain ils veulent réactiver la loi du 5 août, ça se passera par décret. Il n'y aura pas besoin de passer par le Parlement, puisque je le rappelle, c'est un décret qui suspend cette loi du 5 août. Donc le sujet est toujours d'actualité. Les soignants aujourd'hui, pour la très grande majorité, ont soit été réintégrés, soit ont démissionné, soit sont partis sur d'autres aventures. Et parmi les 15 000 soignants, agents publics, salariés et libéraux qui ont été suspendus, pour ne citer que, mais vous savez aussi qu'il y a les pompiers, il y a les militaires, je parle des soignants de manière générale, mais je les intègre évidemment. On n'a pas vraiment les chiffres, mais on sait que dans mon cabinet, j'en ai 400 qui aujourd'hui sont devant les tribunaux pour demander une réparation. Ces recours ne sont pas jugés, sont toujours en cours. J'en parle régulièrement sur ma chaîne YouTube. J'essaie de faire un point d'actualisation tous les 3 mois, donc il y a une émission tous les 3 mois. Je vais vous faire la synthèse de la dernière que j'ai faite, qui est la plus actuelle et qui porte notamment sur
ce recours qu'on est en train de faire avec Pierrick Thévenon, notamment, c'est pas le seul, devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'enjeu de cette procédure, il est extrêmement important parce que ça va être un peu le point final de cette histoire covidiste. Pourquoi le point final? Parce que c'est une juridiction internationale, sa décision va s'imposer aux États et elle pourrait contredire ce qui a été jugé jusqu'à maintenant. La Cour de cassation qui a dit que les salariés, c'était légal, donc circuler. Et le Conseil d'État qui avait validé l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Donc aujourd'hui, tout ça a été jugé comme étant légal et la Cour européenne des droits de l'homme aurait la possibilité de renverser complètement la table et de dire « Vous êtes allé trop loin dans l'application de cette loi et donc je vous demande de réparer et d'indemniser les soignants qui ont été suspendus. » Donc l'enjeu, il est quand même assez fondamental. C'est est-ce que la loi du 5 août va pouvoir s'appliquer comme elle s'applique? Elle existe toujours. Le deuxième chose, c'est est-ce que les 400 soignants que je représente ont le droit à être indemnisés? La troisième chose, c'est qu'on va enfin avoir le bout de cette histoire. Ça permettra de savoir si c'est opportun ou pas de poursuivre les recours que nous avons, puisqu'évidemment, aujourd'hui, lorsque je rencontre mes clients, la seule chose que je peux leur dire, c'est pour l'instant, on doit attendre cette fameuse décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui est en cours et qui, comme je l'ai dit récemment, n'a jamais été aussi loin que dans cette procédure, puisqu'on est plus proche de la fin que du début. On a eu la possibilité, et c'est très très rare, donc je le précise, on a eu la possibilité d'avoir été considéré comme recevable par la Cour européenne des droits de l'homme et donc de produire beaucoup plus d'écriture que dans la requête de base, qui est un document très synthétique qui fait une dizaine de pages. Donc on n'a jamais été aussi loin et on verra dans les prochains mois le bout du tunnel. Si la Cour applique la décision qui est sa jurisprudence, donc sa position, la condamnation de la France est assez évidente. Elle fixe plusieurs conditions, notamment de ne pas avoir de conséquences disproportionnées en cas de refus. Vous apprécierez si c'était disproportionné ou pas, mais je pense que clairement, l'illustration de 20 mois de suspension sans aucune rémunération est la définition de disproportionné. Donc si la Cour européenne des droits de l'homme est cohérente, elle va condamner la France. Voilà ce que, personnellement, je pense sur le point de vue juridique. Réponse dans les prochains mois. Soit j'aurais été effectivement quelqu'un d'extrêmement lucide avant tout le monde, soit l'histoire ne me rendra pas justice et dira qu'effectivement la Cour européenne des droits de l'homme n'a plus rien à attendre de cette Cour. Mais évidemment, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est l'espoir. Et en tant qu'avocat, évidemment, tant que je n'ai pas tiré toutes mes cartouches, je ne peux pas me considérer comme étant perdu, surtout face à un sujet, subir la transition, qui n'est pas terminé, puisque vous l'avez compris, les soignants suspendus sont les premiers citoyens suspendus. Et oui, parce qu'il arrive, vous l'avez compris, le pass monétaire, qu'on appellera monnaie numérique. Monnaie numérique qui n'est ni plus ni moins que le contrôle total de vos ressources financières. Donc ça veut dire que demain, on peut conditionner vos revenus en disant vous n'avez pas le droit de les recevoir parce que vous êtes un délinquant, vous êtes dangereux, vous êtes complotiste, bien sûr, sans plus d'explications. Donc vous ne pourrez plus recevoir votre argent. Vous ne pourrez peut-être plus le dépenser comme vous voulez. Il y aura des achats qui seront considérés comme utiles, d'autres qui ne le seront pas. Vous serez contrôlé dans la manière dont vous le dépensez, à la vitesse à laquelle vous le dépensez, et on pourra même conditionner dans le temps vos revenus, donc vous ne pourrez pas épargner. C'est ça l'avenir de la monnaie numérique, et c'est pour ça que je disais cet outil, si demain il était déployé avec la loi du 5 août qui existe toujours, autant vous dire que ça va vraiment être un massacre, parce que là, clairement, vous n'aurez plus aucune possibilité de trouver des alternatives, parce que certains d'entre vous, soyons suspendus, vous avez réussi à trouver des alternatives. On n'en parlera pas là, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ici, il n'y aurait plus ces possibilités-là. Donc évidemment, l'idée même d'accepter qu'on ait pu suspendre des citoyens qui n'avaient commis aucune infraction est un précédent qui est extrêmement dangereux et qui ouvre la voie à la normalisation de la possibilité de conditionner des droits qui étaient jusqu'à maintenant fondamentaux, c'est-à-dire ils vous étaient reconnus et vous n'aviez pas besoin d'en discuter. Donc aujourd'hui, la crise sanitaire est loin d'être derrière nous. On est dans l'étape où on demande des comptes à nos hommes politiques, où on demande des comptes à la justice et où évidemment, ce qui va être fait dans les prochains mois va avoir des répercussions sur quel est le choix de société dans lequel on va être. On n'est pas obligé de vivre dans une démocratie. Je pense qu'il y a beaucoup de nos citoyens qui considèrent que ce n'est pas forcément utile parce qu'ils aiment qu'on leur dise quoi faire, parce qu'ils aiment qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser. Parce que quand on vous retire la liberté,
on vous ôte également la responsabilité qui va avec. Parce qu'être libre, c'est aussi être responsable. Et beaucoup de nos concitoyens ont été éduqués comme des adultes attardés. Parce que finalement, on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils boivent leur café assis, couchés, debout, parce que vous savez que le Covid ne passe pas au-dessus d'1,50 m. Bref, vous avez compris à quel point on a été capable de nous faire accepter des règles qui étaient, par définition, inacceptables. David, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. J'aimerais savoir s'il y a un moyen juridique de faire sauter le secret défense sur cette période-là. Alors, la question du secret défense, c'est effectivement très intéressant. Il est possible de le faire lever. L'Assemblée nationale peut décider de le faire lever. Il faudrait une loi pour ça. Politiquement, je pense que, clairement, on n'est pas prêt. Ce n'est pas encore le moment, mais ça viendra. Et pour le point de vue juridique, il faudrait démontrer, ce qui sera quasiment impossible à faire, qu'on a un motif d'intérêt général qui s'impose à ce qu'on lève le secret défense, qui est justifié par la sécurité nationale, la sécurité publique, etc. Chose qui, encore une fois, sera difficile, puisque, on le sait aujourd'hui, les plus hautes juridictions mangent quand même dans la main d'Emmanuel Macron et du macronisme. Donc, clairement, moi, je pense que plus le temps va passer, plus les hommes politiques qui ont décidé de ces décisions vont avoir moins de pouvoir, ou en tout cas moins d'influence, et que les choses vont se libéraliser au fur et à mesure. Le troisième point, je vous l'avais dit, et je serai assez succinct, je pense. D'accord. Bon, je parlerai effectivement des victimes d'effets secondaires, parce que la plupart des victimes d'effets secondaires sont aussi la résultante d'un choix de politique, d'un choix de société qu'on a fait, qui a été de dire « votre corps ne vous appartient pas. Je vais vous injecter le produit que je veux parce que vous m'appartenez. » C'est ça le discours du 12 juillet 2021 d'Emmanuel Macron. On est typiquement dans une société dystopique où Big Brother débarque chez vous, votre grand-mère mange dans la table de la cuisine, vous vous imposez à vous-même un pass sanitaire et vous demandez à vos convives de justifier d'une non-contamination, et bien entendu, vous vous imposez de ne pas être plus de 6 à la maison. Bon, tout ça, ce sont des infractions pénales qui ont été légitimées puisque les gens ne comprenaient rien. Et comme ils étaient biberonnés par BFM TV, eh bien on s'est retrouvé dans une situation où ils ont pensé que ces mesures qui s'appliquaient dans l'espace public les concernaient dans leur domicile. Voilà le danger de ce type de société. Donc beaucoup de personnes ont accepté, contraints et forcés, d'aller se faire injecter un produit expérimental. D'autres ont simplement considéré qu'il fallait faire confiance à leur gouvernement, ce qui, encore une fois, et il faut le dire, un réflexe de bon citoyen. On pense en tant que bon citoyen que l'État nous veut du bien. Parce que si on considère que l'État nous veut du mal, alors ça veut dire qu'on est dans une situation qui peut représenter un danger. Donc psychologiquement, une grosse partie de la population considère que l'État lui veut du bien. Considérer qu'on lui a imposé un vaccin expérimental qui pouvait s'avérer dangereux, c'est remettre en cause des croyances extrêmement profondes qu'ils ont en eux. Et ça me revient donc à faire cette transition sur le fait que beaucoup de victimes d'effets secondaires ignorent qu'elles sont une victime d'effets secondaires. Donc il y a un énorme travail pédagogique à faire pour essayer de créer au moins l'hypothèse de la susceptibilité que peut-être que le cancer qu'ils ont déclenché 6 mois après une injection pouvait être potentiellement lié à la vaccination. Encore une fois, les cancers sont multifactoriels. Ce n'est pas un élément qui permet de déclencher un cancer, et il y a plein d'autres raisons qui peuvent conduire à ça. En revanche, il est nécessaire, dans un but d'intérêt général, qu'on sache si un effet secondaire est imputable à un vaccin ou non. Parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas offrir la possibilité à d'autres personnes d'éviter d'aller se faire injecter. Et c'est ça qui est extrêmement important. On a un énorme travail de pédagogie, d'expliquer qu'il ne faut à ce stade écarter aucune possibilité. Premier point. Deuxièmement, d'expliquer qu'il est possible de faire remonter un effet secondaire en faisant une déclaration auprès de la pharmacovigilance. J'ai un dossier avec Réinfo Liberté sur ce sujet où on estime que les chiffres des effets secondaires sont sous-évalués. Alors comment on en est arrivé à cette idée-là? C'est simplement qu'il faut regarder comment fonctionne la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, elle est soit active, elle est soit passive. Nous, en France, elle était passive, c'est-à-dire que c'est les patients qui font remonter leurs effets secondaires, spontanément.
Je peux vous assurer que toutes les femmes qui ont eu une aménorrhée suite à l'injection n'ont pas fait de déclaration auprès de la pharmacovigilance. Et ça, c'est juste un tout petit exemple de ce qui était assez mesurable et qui démontre bien que quand on vous explique à la télé que le vaccin est sûr et efficace, bah vous, en tant que bon citoyen, vous n'êtes pas forcément en mesure de vous dire peut-être qu'il y a un lien avec ce qui est en train de m'arriver, alors que ce vaccin est sûr et efficace. Donc, travail de pédagogie, il faut faire remonter la pharmacovigilance qui est nécessairement sous-évaluée parce que toutes les victimes d'effets secondaires ne savent pas qu'elles sont victimes d'un effet secondaire. Deuxième chose, une fois que vous avez déclaré que vous êtes victime d'un effet secondaire, qu'est-ce qui se passe? Alors là, justement, j'ai fait une émission sur le sujet, il y a un article qui explique étape par étape tout ce que vous devez réaliser pour espérer obtenir une indemnisation. On saisit l'ONIAM, on fait une expertise judiciaire, on a une proposition qui est sous-évaluée, on la conteste, on la refuse, on la conteste et on saisit un juge. Et on demande l'indemnisation. Attention, on a 4 ans à compter de l'injection pour demander l'indemnisation. 4 ans, ça va très vite puisque ça a commencé essentiellement en 2021. Il y a des petites règles qui permettent de reporter le délai, notamment quand il y a une consolidation. Mais retenez 4 ans, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Et enfin, évidemment, vous allez fournir un certain nombre d'éléments médicaux pour nourrir votre expertise. Donc vous n'hésitez pas à aller voir les différents médecins qui vont pouvoir déterminer la pathologie que vous avez, les conséquences dommageables et faire une évaluation des souffrances que vous avez ressenties. C'est une des premières étapes pour être indemnisé. Ça ne restitue pas la bonne santé. Mais encore une fois, quand vous êtes victime et qu'en plus, vous n'avez pas les moyens financiers de faire face à cette situation, c'est vraiment la double pénalité. La troisième chose, on se retourne contre les producteurs de vaccins qui, encore une fois, s'ils ont commis une faute, sont responsables. On parle souvent d'irresponsabilité des laboratoires pharmaceutiques. Ils sont irresponsables s'il s'agit d'une vaccination obligatoire, mais cette irresponsabilité de principe tombe si on démontre qu'il y a une faute. Et croyez-moi, avec tout ce qu'on est en train de découvrir sur la manière dont ils ont mené leur préparation de leurs substances nocives, on peut être sûr qu'évidemment, il y a des causes de responsabilité qui vont pouvoir être trouvées. Et bien évidemment, pour ça, on n'a pas le choix. On doit engager la justice. Ce sera un combat qui sera long, et c'est normal. C'est parce qu'il faut évidemment que les consciences également puissent se préparer à l'évolution de la société dans laquelle on est en train d'avancer. On est à un tournant. Il y a 2 types de sociétés qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a celles qu'on représente, qui se battent pour la souveraineté en matière de santé, évidemment, la souveraineté en matière de liberté, la souveraineté en matière de choix dans la manière dont on va soigner les patients. Et il y a la deuxième voie dans laquelle on est déjà engagé et qui n'est pas irréversible, encore une fois, qui est celle dans laquelle les laboratoires pharmaceutiques et les lobbying sont en train de gagner, qui est de nous imposer de manière uniformisée une nouvelle médecine qui ne vise pas à comprendre le terreau dans lequel la maladie se déploie, mais finalement à tenter de soigner en mettant un pansement sur une jambe de bois, qui a pour objectif principalement de enrichir ces fameux laboratoires pharmaceutiques et qui a pour conséquence de nous faire vivre des expériences, parce que peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. C'est vraiment l'expérience médicale. Et ça, évidemment, moi, en tant qu'avocat, c'est quelque chose que je refuse. On doit, et je finirai là-dessus, tenir le droit. Beaucoup disent, ça ne sert à rien de saisir un juge. Alors oui, je suis d'accord, ce qui ne sert à rien, c'est de rien faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on ne saisit pas un juge, l'injustice, elle est encore pire. Pourquoi? Parce que vous êtes victime, mais en plus, vous n'avez même pas la possibilité de tenter de ne plus être victime. Et ça, c'est terrible. Et la troisième chose, c'est, et si on gagne? Qu'est-ce qui se passe? Si on gagne, on est en train de combattre cette société. Et évidemment, mois après mois, j'ai envie qu'on aille dans un sens où cette société, elle se bat pour la souveraineté, et la souveraineté notamment de sa santé. Je ne veux plus d'une loi du 5 août 2021. Je ne veux pas d'un pass monétaire qui pourrait faire en sorte que demain, les soignants suspendus, qui étaient les premiers citoyens suspendus, soient rejoints par tous les autres citoyens, parce que nous ne serons plus libres de pouvoir choisir comment nous soigner, et nous serons plus libres de pouvoir résister, et notamment résister par la monnaie. Merci, maître. En 2020, 2021, 2022, il y a eu plusieurs armes qui ont été utilisées par
ce qu'on pourrait qualifier de parti covidiste pour faire ce qu'ils voulaient, pour nous enfermer, pour faire leur loi de manière absolument illégitime, dangereuse et en plus à nos frais. L'une de ces armes a été l'arme économique avec les suspendus, avec les chantages au travail, l'arme sociale aussi avec le fait d'aller voir papy ou mamie pour Noël et ainsi de suite. Tout ça a été en partie possible par une chape de plomb et une doxa médiatique hyper violente, hyper déconnectée des avancées scientifiques, mais au contraire très très connectée aux éléments de langage gouvernementaux. On pouvait d'ailleurs voir que les doxas médiatiques n'étaient pas les mêmes d'un pays à l'autre, alors que la science est censée être la même partout. Comment, toi Myriam, qui est journaliste, comment est-ce que tu as vu cette doxa évoluer? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont restées irréversiblement pour l'instant terribles? Comment tu vois les choses? Comment ça évolue tout ça? Alors c'est vrai que pendant toute cette période, ça a été extrêmement violent. Il n'était pas possible de poser des questions sous prétexte d'être ensuite qualifié de complotiste, d'extrême droite, antisémite et j'en passe. Il n'était même pas possible de demander d'où venait le Covid. On nous a essayé de nous faire croire que c'était le pangolin alors qu'il suffisait de faire un peu de recherche pour se rendre compte que le pangolin, cette période de l'année à Wuhan, n'était pas vendu sur les marchés. Mais une véritable omerta. Alors moi, j'ai été ravie de voir, il y a quelques mois, une news de BFM nous assurant que le Covid sortait du laboratoire de Wuhan. Je me suis dit, ah bah dis donc, 5 ans, enfin 4 ans, allez on va être gentil, 4 ans pour nous sortir ça, franchement, les journalistes ils sont waouh, haut level, parce qu'il faut quand même savoir qu'à Wuhan, il y a un laboratoire P4, laboratoire qui a été financé en partie par les États-Unis, mais aussi par la France. Il faut savoir que la fondation Biomérieux a permis à Wuhan d'ouvrir et a contribué à toute la partie technique et technologique pour ouvrir ce laboratoire. Donc on est extrêmement quand même complice de ce que j'appellerais ce qui se fait à Wuhan ou dans d'autres P4, à savoir les gains de fonction. Puisque la protéine spike est un gain de fonction. C'est la double peine d'ailleurs, parce que vous l'avez par le Covid, mais vous l'avez aussi par la vaccination. Donc quand dans les médias, on voit que enfin on nous révèle, grande annonce, que le Covid vient de Wuhan, c'est une ouverture, donc c'est déjà du mieux, puisqu'il y a quelques années, il n'était même pas possible de s'en prendre à la Chine, d'émettre. Mais le chemin est long, puisque voilà, pour arriver jusqu'à Biomérieux, faut-il encore qu'ils osent le faire. Alors ça, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Mais là, d'où vient l'espoir? C'est encore une fois, de ce qui se passe aux États-Unis. Quand monsieur Elon Musk, avec l'USAID, révèle que l'AFP a reçu des millions de démocrates pour faire la propagande du pass sanitaire, de l'apologie covidiste, quand on découvre le fonds Marianne, chacun sait ce que c'est que le fonds Marianne, voilà, et que on a utilisé l'argent public pour faire taire les opposants, ça sert quand même dans la presse. Il ne s'est pas rien passé, ce n'était pas juste sur les réseaux sociaux. Dernièrement, nous avons Marianne, le magazine Marianne, qui a sorti... Non, c'est le Canard enchaîné, pardon. Le Canard enchaîné qui a sorti que Emmanuel Macron s'était servi d'ONG comme SOS Racisme, la LICRA, SOS Homophobie, pour en fait organiser une espèce de censure des opposants politiques et tutti quanti. Donc ça sort quand même dans la presse. C'est vrai que c'est timide, mais ça sort et ça vient. Et évidemment, le système est extrêmement fort et même agressif. Quand vous avez une Léa Salamé qui est nommée aux 20h de France 2, forcément c'est une attaque
à la liberté d'expression, une attaque à l'information, puisque cette dame n'est autre que la compagne de Raphaël Glucksmann, qui est dans le système, qui est trempé dans le système, si j'ose dire, jusqu'au cou. Ancien agent de la CIA, georgien qui a aidé le dictateur georgien, enfin bref, c'est juste incroyable. Quand on regarde le 20h de France 2, on est dans un monde parallèle. Mais pourquoi ce système, par exemple, pourquoi on nomme quelqu'un comme Léa Salamé qui, entre vous et moi, fait des audiences minables? Parce qu'on veut continuer à faire vivre ce narratif. Et pourquoi ils veulent continuer à faire vivre ce narratif? Parce que vous et nous, à travers les réseaux sociaux, on communique davantage. Et ça leur fait peur, extrêmement peur. Donc, il y a une véritable lueur d'espoir grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, il faut continuer à chercher l'information sur ces types de médias. Le plus important, c'est de savoir qui vous écoutez. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit comment dire, la qualité et la fiabilité de la personne qu'on lit au nombre de choses qu'elle a perdues pendant cette crise. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, j'ai pas mal perdu. Mais aujourd'hui, c'est ça on voit bien hein, aussi, quand même, il y a 67% des Français qui veulent la destitution de Macron. Bon, nous, on était les premiers. Mais quand même, c'est énorme. Qui aurait pu penser ça il y a 2 ans? Personne. Et c'est relayé par CNews, par LCI, par iTélé, qui sont pourtant pas des grands résistants de la grandeur. Donc voilà, c'est important. Après, je ne vous cache pas que la profession est compliquée. Moi, quelqu'un que je ne citerai pas, mais avec qui j'ai travaillé, et certainement par qui vous avez pu me connaître, m'a dit clairement que je ne pourrais pas faire carrière dans ce métier parce que je n'étais pas assez dans le moule. Bon, moi, mon boulot, c'est pas d'être dans le moule. Mon boulot, c'est d'informer. Tant pis, c'est pas grave. C'est difficile parce que, effectivement, moi, c'est la première année en 25 ans où on m'interdit la carte de presse. Bon, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai travaillé longtemps pour l'avoir et voilà, c'est... Mais finalement, je me dis que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que j'arrive quand même à vous transmettre des informations, que si je suis suivie par plus de 200 000 personnes sur Twitter, c'est que j'arrive à faire suivre l'information. Et vraiment, mon but, c'est ça. Et vous aussi, vous pouvez être des citoyens journalistes, des journalistes citoyens. C'est très important de continuer à informer. Le combat va être long, mais moi, je vous promets, grâce à vous, on va le gagner. Jean-Frédéric, vous avez votre livre avec vous, l'OMS, l'Overdose, que vous avez à votre stand. Bonne pharmacie là-bas derrière. L'OMS, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est structurellement un facteur est structurellement bâti sur des fondements qui génèrent de la corruption, qui génèrent de l'arbitraire. Malgré tout, je vais vous poser une question candide. Ça m'étonnerait de vous, mais on rase l'OMS, on refuse les traités mondiaux sur les pandémies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à la place pour avoir quelque chose de vertueux, de pertinent? Et comment on s'organiserait? Est-ce que c'est nécessaire de s'organiser à l'échelle internationale? Et si oui, sur quel sujet précis ou sur quelles compétences précises ou pas? Quelle est votre vision des choses par rapport à ça? L'après-OMS, comment envisagez-vous l'après-OMS? Alors, sur toutes ces questions de pathologie qui circulent, il y a un intervenant qui est sur l'écran qui est bien plus compétent que moi, donc c'est plutôt lui qui répondra sur cet aspect que moi. Je peux dire d'une manière de principe. D'abord, personne ici n'est contre la coopération entre les États et les peuples. Personne. Elle est indispensable. Et plus le monde est ouvert, et plus il faut que cette coopération existe.
Deuxièmement, il y a des tas de disciplines scientifiques dans lesquelles une coopération active entre les chercheurs du monde entier sans qu'il y ait d'organisme mondial qui chapeaute tout ça. Et heureusement, toute la chimie, la physique, je ne sais pas quoi, même les sciences humaines, il y a des tas d'organisations qui permettent des échanges, etc. Le seul apport, entre guillemets, de l'OMS, c'était dans ses textes fondateurs, c'était la capacité d'organiser cette solidarité sur le plan international, c'est-à-dire de mettre à contribution les plus riches pour venir en aide aux plus pauvres. Alors, la France et les pays riches n'ont pas attendu l'OMS pour venir aider des pays qui étaient plus pauvres. D'ailleurs, de temps en temps, on a aidé, puis de temps en temps, on a pris un bout aussi. Hein. C'était des aides un peu à double sens, enfin, on va dire ça tranquillement. Bon. Mais enfin, globalement, quand vous avez en tête que, à cause des 2 guerres mondiales, le volume des biens et services échangés sur le monde entier, en pourcentage, a retrouvé simplement en l'an 2001 la proportion qu'elle avait avant la Première Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'à cause des guerres, on a mis un siècle à retrouver la même activité d'échange que ce qui existait avant la Première Guerre mondiale. Donc ça veut dire que ce n'est pas d'hier. Donc tout ça, c'est naturel, c'est normal. Ce qui n'est pas naturel ni normal, c'est que cette coopération se fasse au détriment des peuples, premièrement, et au bénéfice économique seulement de quelques-uns. C'est ça qui n'est pas normal. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Donc ce n'est pas l'OMS en elle-même qui est une aberration, c'est la manière dont elle fonctionne, qui la commande et à quoi ça sert. Donc en tant que tel, moi je ne suis pas contre qu'on reste dans l'OMS à la condition que ça ne soit pas un organisme lucratif sans but, comme disait un auteur célèbre de quelques années, que finalement, ça ne se fasse pas encore une fois au détriment non seulement des peuples, mais de chacun d'entre nous, parce que ce qu'on évoque pour l'instant, ce que disait Maître Guyot tout à l'heure, était tout à fait concret et individuel, et on pouvait le ressentir même personnellement. La question de l'OMS n'est pas un nuage qui flotte à des kilomètres de hauteur. La conséquence, si le traité sur la pandémie est adopté, c'est que vous pouvez faire une croix sur les relations particulières entre le médecin et son patient, parce qu'évidemment, ça a des conséquences directes sur le dialogue interpersonnel. D'ailleurs, on l'a bien senti pendant le Covid, puisque il y a eu un certain nombre de médecins qui ont accepté de faire comme s'ils n'avaient pas compris les directives du ministère de la Santé, puis il y en a d'autres qui ont parfaitement compris, n'ont pas plus voulu faire que ça, ce qui, en termes de confiance, est un drame pour la société dans laquelle nous vivons. Et la deuxième chose, c'est que dans le projet de modification du traité de la pandémie de l'OMS, il y a des articles qui stipulent que les États, en cas de pandémie, doivent transférer à l'OMS, communiquer à l'OMS, l'intégralité des données épidémiologiques, statistiques, économiques, collectives comme individuelles à l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans le traité. Donc ça veut dire que les organismes publics de santé et les assimilés, c'est-à-dire les mutuelles et la sécurité sociale, plus tous les hôpitaux, les ARS, tout ça doit communiquer l'intégralité des données à l'OMS. Autrement dit, déjà que si vous le savez, ça ne vous empêche pas de dormir, il faudrait un peu quand même, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Depuis 2018, c'est l'entreprise Microsoft qui est chargée de gérer les données de la sécurité sociale. Merci Monsieur Macron, ça a porté là aussi à son crédit. Il a fallu choisir un opérateur. Il y avait un opérateur français qui s'appelait Atos, qui aurait pu le faire. Un opérateur américain qui s'appelle Microsoft, qui aurait pu le faire. Devinez lequel des deux on a choisi. Évidemment pas l'opérateur français. Mais tout ça ne vous étonne pas. Donc en fait, encore une fois, l'OMS, c'est pas problématique à partir du moment où elle cesse de fonctionner, comme c'est le cas aujourd'hui, comme elle a l'ambition de fonctionner à l'avenir. Pour l'instant, c'est ralenti, mais malgré tout, ça pourrait aboutir. Mais il y a un problème de fond. Ça a été pointé du doigt tout à l'heure par Maître, plus que ça d'ailleurs, pointé du doigt. Premier problème, qui est philosophique au fond. Dans un univers piloté par des matérialistes, ou dans un univers matérialiste, ou dans la conception matérialiste, le bien le plus précieux, c'est la santé. Il n'y en a pas d'autre, puisqu'il n'y a pas d'autre horizon que celui de la vie terrestre. S'il n'y a pas d'autre horizon que celui de la vie terrestre, le bien le plus précieux que vous ayez, c'est votre santé. Pourquoi veulent-ils prendre le contrôle de votre santé? Pour cette raison. Donc ils échoueront, parce qu'il n'est pas vrai qu'il n'y ait de dimension que matérielle dans l'existence humaine. Il y a une autre dimension qui leur échappe, mais soit ils n'ont pas compris, soit ils font comme si elle n'existait pas, et qui est d'ailleurs le premier motif de la résistance des êtres humains.
au fond. La deuxième raison pour laquelle ils échoueront, c'est que, encore une fois, la résistance des peuples s'organise de manière absolument spectaculaire. Ayez en tête qu'il est d'ailleurs contributeur dans ce petit livret. La contestation contre ce traité pandémique est partie d'un avocat suisse qui s'appelle Philippe Kruse, qui est un avocat au barreau de Zurich. Il a dans un premier temps pris tout seul son bâton de pèlerin pour aller voir tous les parlements, les uns après les autres, en leur disant voilà ce qui se passe. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Et donc il a alerté. Ce qui veut dire que quand on se mobilise, quand on s'informe, quand on propage l'information, quand on communique, quand on se parle et qu'on est déterminé, il n'y a aucune chance qu'on n'obtienne pas de résultats, surtout que plus ça va et plus il marche quand même avec des sabots énormes. Ça va finir par se voir quand même que le vaccin de Pfizer ne marchait pas. On va finir par s'en rendre compte un jour de manière collective. Un peu comme Brigitte, qui n'est peut-être pas une femme. Ah, ça je ne suis pas allé vérifier. Attention aux infractions aux droits de la presse. C'est ça. Dernier point, je termine par là. Je rejoins ce qu'ont dit mes deux convives tout à l'heure. Tout ce que nous sommes en train de décrire ne relève pas de politique conjoncturelle. Ce ne sont pas des décisions d'occasion. Ce sont des décisions qui ont valeur de principe. Autrement dit, quand j'étais étudiant, il y a maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, ça fait quelques années à peine au fond, je n'imaginais pas que je passerais quelques dizaines d'années plus tard la plus grande proportion de mon temps à défendre des libertés que j'avais considérées comme acquises parce qu'on m'avait dit qu'elles étaient acquises et que plus personne n'y toucherait. J'imaginais pas que je pourrais être amené un jour à vous parler aujourd'hui du danger qui pèse sur l'exclusivité, le secret, le caractère archi-confidentiel du dialogue entre le médecin et son patient. Que quelqu'un d'autre voudrait essayer d'entrer dedans. Je n'imaginais pas qu'on pourrait m'obliger, me sanctionner sans que j'ai commis de faute. Ce qui est sans doute le scandale constitutionnel le plus vif depuis la dernière période où on n'avait pas de constitution, c'est-à-dire à peu près la terreur. C'est ça qui se passe. Mais ne croyez pas que ça soit gratuit. Tout ça sont des entrebâillements de portes. Comme je dis de temps en temps, les logiciens disent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand elle est entrebâillée, elle est ouverte. Elle n'est plus fermée. Et il suffit de pousser un petit peu pour que ça s'ouvre. Donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, cette espèce de conjonction entre la mainmise sur la santé, publique comme privée, la perte de souveraineté, l'euro numérique, l'identité numérique, les quotas carbone, la censure des réseaux sociaux, etc., vous dessine un monde dans lequel, d'abord, je n'avais pas prévu de vivre, moi, à titre personnel, premièrement, dans lequel je n'ai pas du tout envie de vivre non plus, et contre lequel je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, pourvu que Dieu m'en prête encore un petit peu, quelques instants, avant la fin. Donc, aux armes, citoyens patriotes, croyants ou non. Merci Jean-Frédéric. Je m'adresse au docteur Sabatier. Oui. On a évoqué tout à l'heure les ARN messagers. Et globalement, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis 5 ans, qui était très peu présent dans le débat public jusqu'à présent. Moi, je me souvenais de quelques cours de SVT au lycée, mais globalement, c'est très peu connu du grand public, en tout cas la façon réelle de fonctionner de l'ARN messager. Vous avez eu l'occasion d'alerter un certain nombre de fois sur les aspects délétères de ces vaccins à ARN messager, de ces injections. En quoi est-ce qu'ils sont qu'est-ce qui fait qu'ils sont délétères? Et sont-ils tous délétères? Et y a-t-il des applications qui ne le seraient pas forcément? Quel garde-fou faut-il mettre selon vous? Quelle est votre vision des choses par rapport à tout cela? Oui. Alors, déjà pour les auditeurs, il faut savoir que dans les approches vaccinales, il y en a plusieurs qui sont traditionnelles. Hein. Vous avez les microbes inactivés, vous avez les microbes atténués, vous avez les vaccins à vecteurs viraux et puis les vaccins recombinants. Et puis là, donc, depuis la pandémie, ils ont rajouté des vaccins, entre guillemets, à ARN messager. Alors là, l'approche est différente, en fait. C'est qu'on va injecter dans la cellule un ARN messager qui va coder pour la protéine antigénique. Et ça va être la machinerie cellulaire qui va fabriquer cette protéine antigénique. Et dans le cadre des vaccins Covid, ben, c'est la protéine Spike très légèrement modifiée sur 2 résidus d'acide aminé.
Alors, il y a pas mal de problèmes, justement, avec ces vaccins, entre guillemets, ARN messagers. D'une part, parce que on ne maîtrise pas, en fait, la quantité d'antigènes qui va être produit par la cellule. Ça va être variable suivant les individus. Certains individus vont produire beaucoup de protéines spike, par exemple, pour les vaccins anti-Covid. D'autres vont en produire très peu. Donc, on ne maîtrise pas, en fait, la production de l'antigène. Après, on ne maîtrise pas la dégradation des ARN messagers et on ne maîtrise pas non plus la dégradation de la protéine spike qui va être produite par la traduction de ces ARN messagers. On sait par exemple qu'on peut détecter des mois après la présence de l'ARN messager vaccinal, alors que soi-disant il subit un cycle de traduction et puis après il est dégradé par la cellule. Donc c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ces ARN messagers ont été entièrement modifiés et donc ils ne se comportent pas du tout comme des ARN messagers naturels et ils ont une demi-vie qui va être très, très supérieur en fait aux ARN messagers naturels. Après, ce qui se passe, c'est qu'on ne maîtrise pas donc le catabolisme, la dégradation de ces molécules, mais on ne va pas maîtriser non plus la protéine qui va être produite. Parce que dans la pratique, ces ARN messagers Comirnaty et Spikevax, donc de Pfizer, BioNTech et de Moderna, ils ont été modifiés sur un des 4 nucléotides. Donc il y a l'uridine qui a été substitué par un dérivé qui s'appelle la méthylamseudouridine et qui conduit à des erreurs de lecture par les ribosomes. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit soit par un décalage du cadre de lecture de +1 qui conduit à une lecture de triplés différents et donc à la production de protéines hors cible, c'est-à-dire des protéines inconnues, soit ça induit par une mauvaise lecture du triplet de nucléotides à la substitution d'un acide aminé ponctuel. Donc, dans tous les cas, ça fait produire des molécules inconnues. Et ces molécules inconnues vont également stimuler le système immunitaire. Et donc, ça va pouvoir provoquer des troubles métaboliques, puisque ça va dérégler le système immunitaire, ça va dérégler des voies métaboliques. Ça va pouvoir être à l'origine de tas de troubles, dont des pathologies telles que des cancers, des turbocancers, des maladies auto-immunes, des dysfonctionnements gastro-intestinaux, cardiovasculaires, des problèmes neurologiques. Donc on peut avoir tout type de pathologies justement à cause de ces protéines inconnues qui sont capables de stimuler le système immunitaire. Après, il y a autre chose, c'est-à-dire que pour vectoriser l'ARN messager dans la cellule, on utilise des nanoparticules lipidiques et elles sont également délétères. Les particules lipidiques qu'on utilise, c'est des phospholipides, du cholestérol, des lipides pédylés et des lipides cationiques. Et les lipides pédylés et cationiques, en fait, sont délétères pour la cellule. On sait notamment que ces nanoparticules lipidiques sont captées par tout type de tissus, tout type d'organes, y compris les organes reproducteurs, la rate, etc. Et donc, il y a une toxicité qui est aussi induite par la présence de ces nanoparticules lipidiques. Et puis, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il y a une possibilité de rétrotranscription, c'est-à-dire de copie de l'ARN messager, justement donc en ADN, et une intégration de l'ADN bicaténaire dans le génome humain. Alors ça, c'est un point qui avait été soulevé par Alexandra Orion-Code il y a longtemps, tout au début de la pandémie, et c'est effectivement ce qui pourrait bien avoir lieu parce que les essais in vitro montrent effectivement qu'il y a cette rétrotranscription et cette intégration, en tout cas dans des modèles in vitro sur différents types de cellules humaines. Et il y a aussi une possibilité d'intégration justement de l'information génétique du vaccin dans l'ADN mitochondrial, ce qui pourrait expliquer aussi les dysfonctionnements mitochondriaux. Voilà, donc il y a énormément de choses qui font que ces vaccins, entre guillemets, ARN messagers ne devraient pas être du tout utilisés. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils veulent remplacer tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Donc c'est problématique parce qu'on sait qu'ils ne sont pas au point et que ça n'aurait jamais dû être utilisé justement sur une plateforme vaccinale. Mais on sait également qu'on développe actuellement des vaccins à ARN messager auto-amplifiants. Et ceux-là sont encore beaucoup plus dangereux parce qu'on rajoute dans l'information génétique de l'ARN messager une information qui provient d'un autre virus, soit un flavivirus, soit un alphavirus. En l'occurrence, ici, c'est le virus de l'encéphalite d'équine vénézuélienne. Et on sait que ce complexe réplicase, qui est un ensemble de 4 protéines enzymatiques qui marchent de concert, est capable de reproduire l'ARN messager auto-amplifiant.
C'est-à-dire, il est capable d'en faire des copies, puisqu'il a une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Et là, c'est très grave, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout, encore moins, disons, la quantité d'antigènes et de complexes réplicases qui va être effectivement produite. Donc, tout montre que ces approches ne devraient pas être du tout utilisées, quoi. Merci beaucoup, docteur Sabatier. Oui. Monsieur Sabatier, docteur Sabatier a évoqué la possible généralisation de vaccins à ARN messager pour tout un tas de prétextes. Je m'adresse à Maître Guyon. L'un des publics principaux qui sont visés par les vaccins, ce sont notamment les enfants, notamment pour être scolarisés, pour faire tout un tas d'activités différentes. Que ce soit aujourd'hui ou dans l'avenir, en cas d'arrivée de vaccins obligatoires ou quasi obligatoires à ARN messager sur le plan français, quelles options ont les citoyens français pour être objecteurs sur ce point-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent s'opposer à cela, du point de vue légal? Okay, merci Eric. Effectivement, c'est une question très intéressante. Est-ce que vous savez à peu près le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 ? Voilà. On oscille entre 15 et 18, puisqu'il y a d'autres vaccins qui sont en train d'arriver, qui ne sont pas obligatoires. Mais bon, vous imaginez la potion magique que vous êtes en train d'injecter dans des tout petits corps qui sont en train de se développer. Donc oui, 15 vaccins minimum et 3 autres qui sont facultatifs, c'est énorme. On sait que la tendance est donc de transformer les vaccins traditionnels en vaccins ARN messagers. Et donc, si les soignants suspendus ont réussi, pour certains d'entre eux, à éviter l'injection, concrètement, les générations futures, elles, n'auront pas cette chance. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à une telle situation et qu'on a un enfant et qu'on n'a pas envie de lui injecter tous les nouveaux vaccins. Alors comme j'aime bien dire à mes clients, je suis avocat, je ne suis pas que juriste. Et la subtilité est très importante à comprendre. Si j'étais juriste, et uniquement juriste, je vous dirais, la loi prévoit ça, et donc le comportement attendu, c'est ça. Si vous ne vaccinez pas vos enfants, vous êtes l'auteur d'infractions pénales, puisque vous ne les protégez pas. Vous risquez de vous retrouver avec le juge des enfants qui place vos enfants avec des mesures d'assistance éducative, et vous ne pourrez pas les inscrire dans un établissement scolaire, sachant que, vous le savez, l'instruction est obligatoire dans les établissements publics ou privés à compter de 3 ans. L'exception, c'est l'école à la maison. Et vous avez compris que depuis 2022, l'école à la maison, c'est quelque chose qui est assez évanescent. C'est sur une année à une autre, un même dossier, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc en fait, l'école à la maison, c'est plus véritablement l'alternative qui était de droit auparavant, puisqu'aujourd'hui, l'administration peut vous dire, sans aucune motivation ou quelque chose de très stéréotypé, non, l'enfant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'école à la maison. Donc ça, c'est aussi un des combats qu'on mène. Et auparavant, pour certaines familles, l'école à la maison, c'était un moyen d'éviter d'injecter toutes ces nouvelles substances dans les enfants. Donc, très important, si j'étais juriste, voilà ce que je vous dirais. Maintenant, je suis avocat, et mon rôle en tant qu'avocat, c'est de vous dire, voilà ce que prévoit la loi, et voilà toutes les hypothèses que vous avez à votre disposition, de la plus légale à la moins légale. Et comme je suis soumis au secret professionnel, évidemment, je n'en parlerai pas là, ici présent, mais j'en parlerai pas non plus à qui que ce soit qui pourrait venir un jour m'interroger, parce que le secret professionnel de l'avocat est absolu. Mais il existe des alternatives, de la plus légale à la moins légale, et je parlerai seulement de la plus légale aujourd'hui. Si j'étais aujourd'hui le parent d'un enfant qui aurait 18 vaccins à s'injecter, je pense qu'une des premières solutions juridiques et légales que je ferais, ce serait de contester la disproportionnalité, non pas de la vaccination, mais du refus qu'entraîne le refus de vaccination. Et là, je reviendrai au même débat qu'avec les soignants suspendus, c'est-à-dire on est sur la question non plus de est-ce que ce sont de bons ou de mauvais vaccins, mais simplement quelles sont les conséquences qui résultent d'un refus libre et éclairé de refuser la potion magique. Et à partir de ce moment-là, la position de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est très claire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des conséquences disproportionnées
dans sa décision de 2021, qui est la décision de principe, on était justement sur une injection d'un vaccin infantile et elle avait considéré que l'amende qui avait été délivrée aux parents, qui s'élevait à peu près à une centaine d'euros, n'était pas disproportionnée. Mais il n'y avait pas d'autres conséquences, il n'y avait que l'amende. Donc vous imaginez bien que si on transpose notre situation des parents tels qu'ils vont être traités à la position de la Cour européenne des droits de l'homme, moi je trouve qu'en tant qu'avocat, c'est une piste qui est sérieuse à envisager. Et concrètement, ce serait la première chose que je ferais si demain j'avais effectivement un enfant avec 18 vaccins à qui je devrais l'injecter. Merci, maître. Dans cette demi-décennie post-Covid, de Covid et post-Covid, les équilibres politiques, économiques ont été complètement chamboulés. Je vais utiliser un terme qui théoriquement est complotiste, mais comme Macron l'a utilisé, on n'aura pas messieurs Reichstadt et Mendes France sur le dos, le terme d'état profond qui a été utilisé par Emmanuel Macron. Que ce soit au niveau français, au niveau des États-Unis d'Amérique, dans quelle mesure est-ce que, selon toi, Myriam, l'état profond a été ébranlé ou renforcé, ou les deux selon les points? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Je crois finalement que l'état profond a été ébranlé par le Covid. Alors certes, on a eu une période sombre où les gens se sont soumis de façon grotesque. En même temps, on a bien vu que partout dans le monde, la campagne vaccinale ne fonctionne plus. Les gens ne vont plus se faire vacciner comme c'était le cas jusqu'en 2023. Donc il y a une véritable avancée. Je crois qu'aussi les gens sont plus éclairés. Et puis surtout, il y a quand même des révélations. C'est vrai que l'élection de Trump a permis, même si je crois profondément que Trump est encore l'état profond, mais il y a quand même des choses qui sortent. Et tout à l'heure, je rigolais quand je te taquinais avec Brigitte Macron. Mais Candace Owens, excusez-moi, mais c'est énorme. C'est énorme parce que ça part d'un pressentiment de Natacha Ray il y a en 2020-21. Et c'est repris par un journal d'extrême droite extrêmement facho, dirigé par mon ami Xavier Poussard. Et ça arrive aux États-Unis et ça fait le tour du monde. Alors bon, on va nous dire c'est à cause de la Russie. Non, c'est pas vrai. C'est toujours à cause de la Russie. C'est pas la Russie. Mais quand on a des personnalités comme Candace Owens qui reprennent cette information et qu'en plus, il va y avoir un procès, l'état profond, quand même, il se pose des questions. On a aussi Bill Gates qui a beaucoup été embêté avec l'affaire Epstein. Et c'est pas fini. Enfin, j'espère que c'est pas fini. Donc je crois que, parce qu'en plus, il voit que ces affaires, elles intéressent le public. Ça cartonne sur les réseaux sociaux, ça cartonne sur YouTube. Demandez à Mike Borowski de GPTV. C'est son fonds de commerce, c'est un pote. Hein, donc voilà. Mais c'est des choses qu'on n'aurait pas pu dire avant le Covid. Moi, je me souviens quand j'étais sur TPMP et que j'ai eu le malheur de dire qu'une professeure de 39 ans qui sort avec son élève de 15 ans, c'est pénalement condamnable. Bon, dans la semaine qui a suivi, le cabinet de Brigitte Macron a appelé Bolloré et puis c'était fini pour moi. Bon, maintenant, on a des Pascal Pro, on a des journalistes qui quand même se lâchent un peu plus, rigolent sur la différence d'âge. Et je vous dis, on est à deux doigts, mais vraiment, je suis sérieuse, à deux doigts de découvrir que Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux et que c'est un homme. Donc... Alors, attention, c'est au conditionnel que tu dis ça. Non, j'ai pas envie, on prend des risques ou on n'en prend pas. Non, mais je rigole, mais quand même, finalement, il y a une libération de la parole qu'il n'y avait pas depuis des années. Et ça, c'est très important. Donc, je crois qu'on a quand même pris conscience, malgré tout, même si le système se renforce, fait... des conseils à l'Assemblée avec des gens pas très recommandables qui étaient
des docteurs de plateau pendant le Covid pour dire ce qui est juste et pas juste. Je crois qu'on a quand même pris conscience, notamment avec l'arrêt de C8, le fonds Marianne, que la liberté d'expression était très menacée en France. Et cette prise de conscience est une avancée qui a été permise, à mon sens, par le Covid, parce qu'elle a toujours existé, cette censure de la liberté d'expression. Mais là, aujourd'hui, on en a conscience. Donc c'est une bonne chose. Et ça, croyez-moi, ça embête vraiment l'État profond. Maître Guyon, vous voulez rebondir sur ça et nous couvrir légalement aussi d'ailleurs. Juste rebondir très rapidement sur l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Et ça sera peut-être ma conclusion. Dans un monde où le mensonge domine, la vérité est déjà en soi un acte de rébellion. On rigole ici effectivement de l'identité de l'épouse du président de la République. Mais il faut comprendre que ce n'est pas juste une blague potache de comptoir du café. On est sur la question de la sincérité du vote. Parce que l'orientation sexuelle, les pratiques ou autres diverses et variées des candidats à l'élection présidentielle, ce sont encore des informations que pour beaucoup de citoyens, notamment dans une France qui est encore, qu'on le veuille ou non, majoritairement catholique, est une information qui est essentielle. Potentiellement, et j'utilise le conditionnel, je n'irai pas aussi loin que Myriam, dans l'hypothèse où Emmanuel Macron était avec un transsexuel et que Brigitte Macron ait effectué une transition d'identité. La problématique, elle n'est pas tant qu'elle soit passée d'homme à femme. La problématique, elle est que ça, c'est une information qui est essentielle et que si cette information avait été connue, alors peut-être que ça aurait changé le vote d'un très grand nombre de personnes qui probablement n'auraient pas élu comme président de la République à 2 reprises Emmanuel Macron. Donc c'est à la base une discussion de comptoir du café, mais qui en réalité est un vrai scandale d'État, parce que c'est une information qui est essentielle. Et je rappelle, on a notre cher François Fillon qui avait été limogé pour moins que ça. Donc évidemment, c'est un sujet qui est important. Tu vois, je n'osais pas aborder ce truc-là, mais finalement, l'après-Covid... Non, mais pourquoi les gens veulent à ce point savoir cette information-là? C'est parce qu'évidemment, ils se rendent bien compte qu'ils ont quelqu'un qui est pas équilibré comme chef d'État. Enfin, je veux dire, il n'y a que cette hypothèse qui peut expliquer la très grande majorité. Parlez au conditionnel, maître. Vous dire qu'il pourrait ne pas être équilibré, c'est ça que vous voulez dire? Pourrait ne pas être équilibré. En tout cas, on pourrait s'inquiéter de cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces remarques, de son comportement et de ses décisions qui ne peuvent s'expliquer que de cette manière-là. Donc c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose, c'est maintenant qu'ils sont partis en guerre aux États-Unis face à Candace Owens, notre ami Mike avait soulevé un point qui était très intéressant sur lequel il faut revenir, c'est qui paye les frais d'avocat d'un avocat américain, c'est-à-dire extrêmement riche par rapport évidemment à votre propre serviteur ici présent. Aux États-Unis, il n'y a pas de modération des honoraires. Vous pouvez facturer comme vous voulez. Ici, vous avez un président français qui est prêt à payer. Autant vous dire que la facture doit être salée. La question qu'on devrait tous se poser ici, c'est qui paye les frais d'avocat de Brigitte Macron, qui aujourd'hui n'a pas de statut consacré par la Constitution. Elle n'est que l'épouse d'une fonction présidentielle du président de la République. Elle n'a pas de statut et la France n'a pas à payer ses frais d'avocat. Donc ça, c'est une vraie question à laquelle on n'a pas eu de réponse, mais il faudrait faire une demande de communication des documents administratifs, parce que ça, véritablement, c'est un point qui est crucial pour savoir si à un moment donné, on n'est pas en train de dévoiler finalement une société qui vit dans le mensonge. Et quand on vit dans le mensonge, on ne peut pas être souverain. On va conclure. En tout cas, toute cette conversation n'a été que au conditionnel, même quand elle était à l'indicatif. Non, elle était à l'indicatif. Enfin, en ce qui me concerne. On est résistant ou on ne l'est pas. Voilà. On a plus ou moins de budget avocat, même si on a un très bon avec eux. Je te laisse conclure, Myriam. Non, mais moi, je vais. Après, je laisserai la parole à Jean-Frédéric, mais
effectivement, moi, l'après-Covid, bizarrement, je me dis que c'est très positif. On en a bavé, mais on a découvert leurs mensonges. Et maintenant qu'on a ouvert les yeux, on ne va pas les fermer. Donc, continuons, continuons, continuons. On les aura, ces 3 petits points de suspension. Je découvre avec joie qu'il n'y a pas que sur les plateaux des chaînes info qu'il y a des modérateurs. Donc merci Maître de cette connaissance nouvelle aujourd'hui. 2 choses. La première, j'ai eu le malheur un soir de juillet 2021 de dire sur le plateau de CNews, de me faire l'écho du document publié quelques jours auparavant par l'Agence nationale de la sûreté du médicament, qui disait qu'en juillet 2021, il y avait 13 décès qui pouvaient être imputables à l'administration du vaccin Covid. Ça s'est passé en 2 temps. Premier temps, le journaliste m'a dit « Monsieur Poisson, vous n'avez pas le droit de dire ça car notre rédaction n'a pas vérifié la véracité de ce que vous êtes en train de dire. » Je lui ai dit « Vous foutez de ma gueule » ou enfin, je crois que j'ai dit ça. Malheureusement, je me suis mis en colère, ce qui m'arrive très rarement. J'ai depuis été blacklisté CNews, je n'ai pas remis les pieds. J'y étais 2 fois par semaine. Ça fait 4 ans que je n'y ai pas remis les pieds. Le deuxième élément, ça c'était le deuxième élément. Le troisième élément, le journaliste en question est devenu entre-temps le porte-parole du parti de M. Macron. Et c'est lui qui s'est désisté en faveur de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges pour permettre à M. Boyard d'être élu. Il s'appelle Senior. Voilà quel était le journaliste qui m'avait ce jour-là contesté. Tout ça pour vous dire que, oui, la pression était assez forte. Oui, on s'est bien amusé quand même à vouloir dépioter tous ces pantins. On n'y est pas tout à fait arrivé, mais... et troisièmement, il faut évidemment que ça continue. Je termine par 2 choses. Le Covid est emblématique parce que le gouvernement français a utilisé les 2 choses qui sont les plus destructrices pour tout corps social. Le mensonge comme outil de communication et la défiance comme principe d'action politique. Le mensonge, il nous a raconté des bobards à longueur de temps, ça continue, c'était vrai avant, mais là c'était... Et la défiance parce que le fait de vouloir tout faire supporter par l'État au détriment des associations, de la solidarité naturelle de la rue, des immeubles, des cages d'escalier, a produit la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un rejet massif, haineux, de la part des institutions en général et de la personne du chef de l'État en particulier. Je n'ai jamais vu, en 30 ans d'engagement politique et un peu davantage, quelqu'un comme Macron qui soit capable de rendre hargneux ou enragé des gens qui, par tempérament, ne sont ni hargneux ni enragés. Il y a des tas de gens qui sont très en colère, qui ont la rage au cœur, qui ne sont pas des gens colériques ou nerveux. Ça, c'est la double marque. Premièrement, de la dimension spirituelle de l'exercice du pouvoir politique. Ne l'oublions jamais. Il y a une dimension spirituelle dans l'exercice du pouvoir politique, qu'on le veuille ou pas. Et le deuxième, si Macron a utilisé le mensonge et la défiance comme ses outils de gouvernement, de propagande et de domination, alors nous devons choisir les outils inverses. La vérité, la confiance, la solidarité. C'est ce qui nous attend pour les temps qui viennent. Merci à tous. Merci Jean-Frédéric pour ce mot de la fin. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde avec donc Jean-Frédéric Poisson, Myriam Palomba, Jean-Marc Sabatier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à distance. Oui. Merci. Merci aux auditeurs. Et également à Maître Guyon. Les tables rondes continuent à s'enchaîner. Donc je vous remercie et profitez bien de ces assises d'Arras de la souveraineté. Merci à vous. Merci. Merci.